Bonjour Cindy. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Super. Bon, on est ici pour voilà, un petit peu parler de toi, un peu plus te connaître, petite discussion. Voilà. Donc, est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter et nous dire d'où tu viens? Ouais, je m'appelle Cindy Kawak, j'ai 34 ans et je suis niçoise franco-libanaise, donc d'un père libanais et d'une mère française. Ok, super. Et tes débuts justement dans la restauration, comment ça s'est fait? Voilà, alors moi ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans la restauration et j'ai commencé à vrai dire peut-être comme beaucoup de personnes en tant que saisonnière. Donc c'est vrai que je suis sortie de l'école, je voulais à la base faire des études mais rien ne m'attirait vraiment. J'étais vraiment pas. J'avais vraiment envie de m'instruire. J'avais toujours été très curieuse. Mais c'est vrai que l'éducation à la française ne m'a jamais accrochée. Et pourtant, j'avais vraiment ces grands rêves, ces grandes ambitions, ces grands rêves, l'envie de voyager, l'envie de faire le tour du monde. J'avais cette espèce de rêve utopique qui était de faire du business, mais je ne savais même pas ce que je voulais dire avec ça. Et en plus de ça, voilà, issu d'une famille très modeste, donc aucun code au niveau de l'entrepreneuriat, rien du tout. Donc moi, je savais que j'avais une chose dont j'avais besoin, c'était de l'argent et de rencontrer des gens. Et en fait, issu du sud-est de la France, il y a 10-15 ans, c'était quand même un environnement où peu importe là où tu travaillais, il y avait quand même énormément de cash à se faire. Donc je me suis dit, ouais, déjà, voilà, on va pouvoir se faire de l'argent. Mais en plus de ça, j'avais vraiment une véritable attirance pour ce métier-là. C'est-à-dire que je me voyais déjà avec un plateau, en train de parler aux gens. C'était un environnement qui m'attirait déjà de base. Même si j'envisageais pas du tout d'en faire carrière à la base. Je pense que je ne voyais même pas aussi loin à ce moment-là, mais voilà comment j'ai commencé. Et ton père ou ta mère ou quelqu'un de ta famille travaillait dans la restauration ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc j'avais vraiment personne dans la restauration, personne dans l'entrepreneuriat, personne. Enfin voilà, c'est vraiment une famille très, avec beaucoup d'amour, attention, mais c'est les codes. On te dit voilà, regarde, la vie c'est ça. Tu vas devoir trouver un travail, tu vas travailler pendant 20 ans. Regarde, je viens d'acheter une maison, j'ai fait un crédit sur 20 ans. Et moi en fait, je me disais mais comment ça un crédit sur 20 ans? J'étais gamine, hein, mais rien de tout ça ne me faisait rêver. J'avais vraiment ce truc de me dire mais attends, mais le crédit sur 20 ans, en fait, la maison, elle t'appartiendra jamais en fait. Finalement, tu auras même très peu l'occasion d'en profiter à toi quand elle sera vraiment à toi. Et j'avais ces façons de penser, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Donc en fait, c'est vrai qu'il a fallu que j'avance un petit peu de moi-même et que je me fasse mon chemin quelque part. Donc je sais pas, là la resto, voilà, ça a été un bon moyen d'être bousculé dans l'humain et de pouvoir avancer dans la vie active et voilà. Et donc par rapport justement à la resto, tu as un petit peu passé par tous les postes. Enfin voilà, comment ça s'est passé justement dans cet environnement-là? Tu as tout de suite accroché, tout de suite eu ce feeling justement pour tout ça? Quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, je crois que ce qui m'a le plus attiré, c'est même pas l'aspect culinaire. C'est vraiment l'aspect humain du projet en fait. Donc c'est que j'avais hâte de rencontrer un maximum d'histoires possibles, de m'inspirer d'un maximum de gens possibles, de quelque part de commencer à bouger, parce que je savais que du coup c'est un métier qui le permettait. Donc en passant de la plage, la montagne, bon, c'était pas très loin au démarrage, mais voilà, mais en tout cas c'est quand même un début et grâce à ça j'ai pu effectivement passer par tous les postes. Donc de la salle au bar, même en cuisine et de découvrir un petit peu tous les aspects et tous les ressentis de chaque poste de ce métier-là finalement. Et quelque part, comme tu disais, ton rêve de voyager, tu as pu quand même le réaliser, donc bon, là à l'échelle nationale, mais est-ce que tu es parti aussi à l'étranger? Tout à fait, ouais. Donc du coup, grâce à ces saisons-là, j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté et je savais une chose, c'est que vu que je voulais voyager, c'était vraiment la seule chose dont j'étais sûre, c'était que je voulais voyager. Donc je me suis dit, il me faut l'anglais. Parce que voilà, j'en reviens un peu à l'éducation, mais on a beau faire de l'anglais pendant plus de 10 ans à l'école, on ressort de là, on se dit Hello, my name is Cindy. Et donc du coup, je me suis dit, je peux pas m'en sortir comme ça. Faut que j'aille plus loin. Donc du coup, je prends, j'économise et je me paye mon premier billet d'avion pour les États-Unis. Parce que je savais aussi une chose, c'est qu'il fallait que je parte loin de chez ma mère. Parce que si je partais à Londres comme les copains ou quoi, ok, j'allais finalement rester qu'avec des Français. Et puis au moindre petit pépin, t'es à 1 heure de chez ta mère. Donc moi, il fallait vraiment que je pousse le challenge un peu loin. Donc grâce à toutes ces économies, j'arrive même à me faire un visa de 6 mois. Et je me voilà partie pour Los Angeles à l'époque, sans même savoir. À ce moment-là, j'ai 21 ans, tout rond. Ok.
tout rond. Et t'as eu le courage de partir toute seule, parce que du coup, tu pars toute seule. Voilà, je pars toute seule. Alors après, j'avais à ce moment-là des amis d'amis. On trouve toujours un pied à terre quand on arrive quelque part. Mais c'est des personnes que je connaissais quasi pas, quoi. Et j'arrive à Los Angeles. Bon, je reste 1 mois à Los Angeles, ce qui était très dur parce que Los Angeles, il faut savoir que c'est vraiment quand tu arrives et que tu parles pas anglais, que tu as 21 ans, c'est un peu le rêve américain. C'est immense, Los Angeles. C'est quand tu viens d'une ville comme Cannes, tu arrives là-bas, c'est une route, c'est une autoroute, quoi. Donc je suis un peu perdue au début. Puis finalement, les personnes avec qui je vivais, on décide de faire un énorme road trip. Donc on part en voiture de Los Angeles jusqu'à Miami. Je me souviens, je crois que je venais de finir j'étais presque encore apprenti conducteur en France, que je suis conducteur de Los Angeles jusqu'à Miami. On traverse les États-Unis et là, je m'installe à Miami pendant les 5 prochains mois. Ok, et là-bas, tu travailles toujours dans la restauration? Alors oui, toujours. Alors pour le coup, vu que j'avais un visa de voyage, c'est vrai que il a fallu voilà quoi, on sait comment c'est, il a fallu que je joue un peu, donc effectivement je me fais faire des faux papiers, d'ailleurs je les avais fait faire à Los Angeles dans un quartier par des Mexicains. Je me souviens, c'était assez, j'avais l'impression d'être un gangsta dans une rue. Genre, je me fais faire des faux papiers aux States. Je parlais pas un béni anglais. Enfin, c'était rigolo. Pour le coup, moi, je trouvais ça drôle. Et donc, à Miami, je m'en sers. Et même si j'ai ce visa de 6 mois, je travaille avec des faux papiers en tant que chef de rang dans un resto assez connu dans Miami. Et voilà, et en fait, ce qui a été très drôle au démarrage, c'est qu'en plus, moi qui voulais apprendre l'anglais, je crois que les premiers clients qui sont rentrés dans le resto sont mis à me parler espagnol, quoi. Donc ouais, c'était assez... je me suis dit, mais en fait, ça va être compliqué. Et à ce moment-là, justement, t'es quand même loin de ta famille, tu travailles dans un pays, carrément avec d'autres cultures, etc. Est-ce que t'as des craintes? Comment tu te sens à ce moment-là? Je crois que, je sais pas, en fait, c'est vrai que dans tous mes voyages, on en parlera peut-être par la suite, mais je sais pas, je suis timide. Mais j'ai pas la crainte. C'est-à-dire que forcément, t'es un peu mal à l'aise, tu perds un peu tes codes, tu parles pas la langue. Le plus compliqué, c'est vraiment de pas réussir à te faire comprendre, à t'exprimer, tout ça. Donc t'es un peu timide, tu perds un peu confiance en toi, ce qui est normal. Mais honnêtement, non, je sais pas, moi je crois que tous les moments de ma vie où je me suis sentie le plus moi, c'est justement dans ces moments où, dans les road trips, dans les voitures, ou toute seule dans ma voiture, avec mes maps ou mes bananes, ou quand je pars à l'étranger comme ça et qu'il y a un vrai challenge de la vie. En fait, pour moi, ça m'a toujours reconnecté avec la vie. C'est-à-dire que là, du coup, t'es plus enfermé dans une routine un peu guidée par la société, dans ce confort que tes parents te transmettent, ou pas, j'ai envie de dire, mais c'est... Où voilà, t'es guidé par, j'ai envie de dire, le journal de 20h, tu manges à telle heure, etc. Là, t'as presque tous tes sens qui ressortent. C'est attends, est-ce que je suis en danger? Effectivement, est-ce que je suis pas en danger? Donc à quelle heure j'ai faim? À quelle heure j'ai soif? Déjà, il va falloir que je me débrouille et comment je fais? Et je trouve que moi, ça m'a toujours énormément reconnecté à la vie finalement, à ce côté un peu grande rêveuse, voyageuse, oui, découverte. Quelque part, là, voilà. C'était ton rêve. Ouais, carrément. Pour moi, Alors, tout n'a pas été facile, mais effectivement, j'étais en train de me dire, j'étais vraiment la Française qui vivait le rêve à l'américaine. En plus, on venait de traverser les States en voiture avec 2 chiens dans la bagnole. Enfin, vraiment, c'est compliqué de tout expliquer. Il faudrait plus qu'un feu de cheminée pour en parler. Mais vraiment, ça a été la première aventure qui, pour moi, a été la première vraie aventure à l'étranger qui m'a bouleversée, qui a changé un petit peu tous les codes, où j'ai découvert des relations humaines qui étaient différentes. Parce que du coup, vu que tu te débrouilles pour parler, qu'est-ce qui te relie avec l'autre? C'est l'émotion, forcément. Et tout ça, ça te fait grandir, clairement. Et justement, tu parles souvent dans tes vidéos du Vietnam, tu fais souvent référence à tes expériences là-bas. Le Vietnam, ça s'est passé juste après les États-Unis. Comment tu as eu l'opportunité d'aller là-bas, justement? Ouais, alors c'est vrai que c'est une belle question. Donc, disons que déjà, le visa de 6 mois aux États-Unis se termine. Donc, même si je travaillais avec des faux papiers, j'avais pas vraiment envie de rester en illégal sur le territoire. Donc, je trouve un prétexte pour dire que je dois rentrer en France, etc. Je démissionne et je rentre en France. Et là, du coup, je suis complètement perdue. C'est-à-dire que moi, je serais restée aux États-Unis. Donc, je rentre à Cannes. Et perdu, je me dis, de toute façon, je crois que l'été arrivait. Donc je me dis, je vais refaire une saison. Donc je me retrouve à faire une dernière saison sur une plage, sur la Côte d'Azur. Mais perdu total. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis à la fois, je pouvais pas retourner aux États-Unis parce que pour avoir des papiers, c'était compliqué, etc. Et là, en fait, coup d'État, la famille chez qui j'ai vécu à Miami, en fait,
a une opportunité d'ouvrir un bouchon lyonnais à l'époque, à Ho Chi Minh City au Vietnam. Et en fait, vu qu'on s'était tellement liés d'amitié, eux et moi, qu'ils m'appellent du jour au lendemain, ils me disent écoute Cindy, on sait que on vient d'avoir une opportunité de fou. On quitte Miami, on part s'installer à Saigon, donc à Ho Chi Minh City au Vietnam, pour ouvrir un bouchon lyonnais. Enfin, on te racontera, mais on t'expliquera en détail, mais par contre, écoute, on sait que t'es jeune, que t'as pas d'attache, que t'adores le métier, nous on t'a adoré. Enfin voilà, est-ce que ça te dirait de partir avec nous et de nous aider à monter le resto, quoi. Et là, du coup, sans hésiter. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire attendez, je vérifie mon emploi du temps, je n'ai rien prévu. Très bien, prenons l'avion, on part quand? Donc là, bien évidemment, je dis à ma mère, au fait, je pars au Vietnam. Pour elle, c'était, pardon. Et même pour moi, honnêtement, je pense que même si j'avais le grand rêve de voyager, je vous avouerai que je t'avouerais que le Vietnam, c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Donc là, grosse sortie de zone de confort. Hein. Ouais, j'imagine. Surtout que là, la France, en plus, c'était pas carrément cool. Différent, quoi. Donc là, pour le coup. Ouais, puis alors là, on arrive avec tous tu sais, sur nos grands chevaux en tant que Français. Genre, on est Français, on a fait les States, et là, on atterrit au Vietnam. Hein. Et donc, du coup, c'est un peu, attends, mais t'es qui, toi? Et en fait, c'est ça qui. Alors là, l'histoire du Vietnam, j'en parle effectivement beaucoup, parce que moi, ça a été l'histoire de ma vie qui m'a littéralement. Je pense. Et c'est même sûr que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas été au Vietnam, si j'avais pas vécu au Vietnam. Donc tu as grandi grâce au Vietnam, clairement. J'arrive à 22, j'ai 22 ans. C'est vrai, il faut rappeler que moi j'arrive là-bas, j'ai 22 ans. Je suis encore je suis même pas une femme encore à ce moment-là. Je pense qu'on peut encore se considérer comme une jeune fille. Et j'arrive là-bas à 22 ans pour monter un resto. Dans ma tête, je me dis déjà qu'est-ce qui se passe. Et j'arrive dans une ville, j'arrive quasi à la fin du tiers-monde dans ce pays. Toi, tu lis les choses dans les bouquins, on te dit vous inquiétez pas, ça parle français parce que soi-disant la colonisation, etc. Mais pas du tout, c'est les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui parlent français. Là, à ce moment-là, personne parle anglais, personne parle français. On est, faut se débrouiller. Je me souviens, la première fois que j'ai pris un taxi, j'ai tenté de dire où je voulais aller. Il a fallu que je fasse des signes, des gestes, que j'essaye de faire un dessin. Enfin, je veux dire, et le gars, là, même pas. J'étais avec un ami à l'époque dans la voiture, et il nous a dit non, mais descendez, en fait, je sais pas où vous voulez aller, allez, ciao, quoi. Je me suis dit, non, mais attends, mais. Et je crois que c'était un truc tout con, du type, on est dans le district 2, on veut aller dans le district 1. Je pense que c'était chauffeur du taxi. Enfin, voilà, on était des expatriés en plus. Bref, je sais pas, dans ma tête, c'était insensé. Je me disais, mais attends, si on n'arrive même pas à prendre un taxi, comment on va faire pour monter un resto, quoi? Et donc, c'est un peu, c'est clairement, et on arrive à le faire. On arrive à le faire. Le resto cartonne. Et à ce moment-là, tu as quel poste, justement, à peu près dans ce restaurant-là? Alors, à ce moment-là, je pense que je me positionne gratuitement, parce qu'il faut dire que là, à ce moment-là, ils me proposent le truc, mais ils me disent, c'était nourri, logé, blanchi, mais on verra, quoi. Donc, moi, je dis, ok, no problème, je prends l'aventure. Et en fait, du coup, là, sans être rémunérée à ce moment-là, je prends le poste littéralement d'assistante manager. Donc voilà, c'est vrai que j'épaule les deux managers, enfin les deux plus que managers, c'était donc les copropriétaires de cet établissement, et donc je les épaule sur toute la longueur. Et là, à monter ce restaurant, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà justement occupé un peu ce même type de poste ou pas du tout? Là, c'est vraiment la première fois. À ce moment-là, avant ça, j'étais serveuse, quoi. Ok. Enfin, chef de rang ou, comme une fois, barmaid dans les boîtes de nuit, dans des restos. Après, j'ai fait plusieurs types de restos, mais quand même, je n'avais jamais été responsable. Et donc, justement, après ça, parce que tu es resté quand même, je crois, 7 années à peu près? 7 ans. Ouais. Et donc, la suite de l'aventure, qu'est-ce qui s'est passé? Le restaurant cartonne. On passe 8 mois, je crois, où vraiment le restaurant ne débande pas. Et, sauf que moi, au bout d'arriver à la fin de ces 8 mois, forcément, je me dis, bon, voilà, c'est quelque part, c'est pas mon histoire. Et encore une fois, je suis pas rémunérée à ce moment-là, donc moi, je vais voir les investisseurs de ce projet-là. Et voilà, et je pose un peu mes coordonnées sur la table et je leur dis, voilà, vous avez vu de quoi je suis capable. C'était mon choix de venir travailler gratuitement aussi avec vous, donc aucun souci. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que moi je peux pas continuer non plus 1000 ans à travailler gratuitement et que je voulais voir quelles étaient un peu mes perspectives d'évolution quelque part. Et là donc les investisseurs de ce resto avaient déjà l'idée en tête d'en ouvrir un deuxième par un bouchon lyonnais. C'était un peu, à l'époque, c'est l'entrecôte parisienne.
mes versions, voilà, ils voulaient l'ajuster un petit peu pour les Vietnamiens et enfin l'adapter aux Vietnamiens, aux locaux. Et ils me disent, bah écoute, voilà, en gros, ils me tendent les clés et ils me disent, Cindy, à ton tour, show me what you got. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? À ce moment-là, je me dis, c'est-à-dire, il est ouvert à moitié déjà ou comment ça se passe? Et en fait, là, c'est un peu, non, allez, c'est-à-dire, allez. Quand je dis allez, c'est fallait que je réfléchisse au logo, fallait que, alors il y avait l'emplacement, c'est la seule chose qu'on avait, voilà, il y avait rien d'autre, même pas une banquette. Et je me suis retrouvée, à savoir qu'il y a quand même des trucs extraordinaires, c'est qu'on est dans un pays où tout est différent. Et donc on m'a juste filé un comptable qui parle anglais, avec qui je pouvais tout faire, donc acheter les choses dont j'avais besoin et parler anglais et parler avec d'autres gens avec qui je devais m'adresser pour monter le projet. Et voilà. J'ai été livrée à moi-même en fait comme ça. Et je me souviens, il y a eu des anecdotes où je crois qu'un truc qui m'avait vraiment choquée, c'est le moment d'acheter les machines à café. Donc moi je voulais vraiment la machine à café avec le perco, enfin voilà, je voulais faire la chose bien quoi. Et donc je me retrouve derrière le scooter, donc derrière mon comptable sur son scooter. Et là on roule. Et on s'arrête donc à un moment donné, donc building, voilà, enfin on est au Vietnam quoi, on n'est pas sur, c'est un building à la vietnamienne donc un peu usé et avec tout le charisme de ces buildings d'époque. Et là donc il se gare, on monte les escaliers, on arrive donc devant une porte, donc on enlève les chaussures parce que là-bas c'est un peu dans les traditions d'enlever les chaussures à chaque fois qu'on rentre quelque part. Et je me retrouve littéralement dans un salon. Avec la mère qui donne à manger à son fils, le mari torse nu qui nous accueille, et là, étalé tout autour sur les murs, des machines à café professionnelles. Ah oui, j'ai jamais vu. Et moi, je me dis, mais je suis en train de faire quoi là? Et donc mon contact il me dit ouais c'est là, donc t'inquiète, avec vraiment les trucs homologués, tout nickel. Tu te dis mais waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi? J'ai 22 ans, j'ai 23 ans à ce moment-là. 23 ans, tu te dis mais est-ce que je vais y arriver quoi? Et donc, on repart même pas avec forcément parce qu'on est en scooter, mais donc ils nous la font livrer, mais on choisit la machine à café, tout ça, et voilà, bout à bout, j'arrive à ouvrir ce steakhouse. Et c'était donc voilà, à monter ma petite équipe de 10 premiers employés, d'accueillir mon premier client, mais toute seule. Même les gens, il faut savoir que même les gens avec qui j'étais venue, entre-temps, pour leurs raisons, ont décidé de quitter le Vietnam. Donc au moment où moi je prends les rênes finalement de ce steakhouse, et les gens avec qui j'avais ce lien de connexion au bout d'1 an au Vietnam s'en vont. Donc tu te retrouves toute seule. Donc la deuxième année finalement pour moi elle a même été encore quelque part plus dure que la première. Ça a été ma vraie première année pour moi au Vietnam. Parce que là je me retrouve seule avec les clés d'un restaurant à 12 000 km de ma famille. Et puis avec tout ce qui va avec, un pays qui n'est pas comme chez toi, du type 6 mois de pluie, voilà, la mousson, les galères. Toi tu prends ton premier appart, tu dis ah c'est génial, j'ai pris vue sur rien quelque part parce que là-bas c'est une grande ville, c'est très bruyant. Donc moi j'étais contente, j'avais trouvé mon premier petit appart avec un terrain vague, jusqu'à savoir que les terrains vagues à Ho Chi Minh City ça peut vite se construire. Donc voilà, toutes les galères que tu peux avoir au démarrage. Mais je le fais. Et pourtant, tous les soirs, je crois que la deuxième année, il n'y a pas un soir où je ne suis pas allée me coucher en pleurant dans mon lit à me dire mais qu'est-ce que je fous là quoi. Mais justement, quand tu te dis ça, qu'est-ce qui te motive encore à continuer et à te dire j'abandonne pas qu'est-ce que tu avais comme objectif concrètement en fait? En fait, je crois que je me disais, pour moi, pour moi, il y avait deux options. Vu que j'avais pas vraiment fait de grandes études, j'avais un peu aussi ce syndrome de me dire est-ce que je vaux quelque chose quoi. Et en plus de ça, j'avais ce truc de me dire si je rentre en France maintenant, je vais finir saisonnière. Et s'il y avait, pour le coup, même si j'adore le métier, je voulais, non, en fait, j'avais pas envie de juste être saisonnière. Je voulais grandir. J'adorais ce métier, donc du coup, c'était l'opportunité de grandir dans ce métier, dans cet environnement-là. Mais je sais pas pourquoi, je savais qu'en France, en tout cas vers chez moi, dans le sud-est de la France, je risquais d'être un peu, d'avoir du mal à évoluer, du mal à grandir. Et j'avais ce truc de me dire, si je ne tiens pas 1 an quelque part, ça vaut rien sur un CV. Donc j'avais cette niaque, c'était vraiment cette détermination à me dire, même si je pleure, je tiens 1 an. Je m'en fais la promesse.
Je peux pleurer, je peux me faire voler mes affaires en scooter, je peux me tomber en scooter, m'arracher la moitié de la jambe, enfin tout ce qui peut se passer, je reste 1 an. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai passé. Ouais. Et au bout d'1 an, en fait, j'ai été là pour le coup, j'étais à 2 doigts de craquer pour plein de raisons. Et en fait, j'ai été recrutée, donc chassée un petit peu par la reine de la restauration à Saigon. C'est-à-dire que c'était une femme française qui avait parmi les plus beaux restaurants de la ville. Et elle avait des associées vietnamiennes. C'était 3 femmes qui vraiment détenaient, pour moi, les plus beaux en tout cas restaurants de la ville. Et elle vient me chercher. Elle me chasse, mais alors, comme je pense, jamais je n'ai été chassée dans ma vie. Et là, à ce moment-là, enfin, ça m'enlève d'un... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe où je me dis, waouh, la reconnaissance, genre, cette dame-là vient me chercher en me disant, toi, je t'ai vu. Je suis en train d'ouvrir un grand bistrot vietnamien moderne et j'ai 3 autres restos. Et là, au début, elle me propose littéralement de prendre 2 ou 3 de ces restaurants, quoi, d'un coup. Alors que tu ne la connais pas du tout. Enfin, on s'était rencontrés à 2-3 reprises lors d'événements dans l'industrie, etc. Mais non, on ne se connaît pas du tout encore avec elle. Okay. Et là, je suis tellement fatiguée, je pense, à ce moment-là, que je lui dis même non. Je lui dis, écoute, Noël, elle s'appelle Noël, du coup, et je lui dis non, mais merci. Mais enfin, le problème, c'est que si je m'engage vraiment. Et vu que j'étais vraiment fatiguée, j'avais peur de la planter au bout de 2 semaines, quoi. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui n'admet pas qu'on lui dise non. Et elle est revenue vers moi plusieurs fois. Et je pense que moi aussi, un jour, j'ai juste bien dormi. Et je me suis dit, attends, je sais pas, j'ai dû faire un rêve un peu particulier. Parce que je me souviens de l'avoir rappelé à mon tour au bout de la 3e fois où je lui avais dit non. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te parler? Elle me dit, ouais. J'arrive la voir et je dis, écoute, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais on ne se connaît pas, mais tu me manques déjà. Je crois qu'on a des choses à s'apporter. Et elle aurait pu littéralement me prendre pour une folle, me dire, oula, c'est qui cette nana? Et en fait, non, pas du tout. Je pense que de temps en temps, les êtres humains vibrent à la même fréquence. Et là, elle me regarde, elle me dit, merci, ok, bah, à demain, quoi. Et là, je récupère l'ouverture d'un grand bistrot vietnamien, moderne. En plus, sur une rue, vraiment, c'est historique, quoi. On est sur la rue Han Thuy, c'est entre le palais de la Réunification. Enfin, il y a vraiment une histoire avec la colonisation française, etc. Moi, je suis française, je récupère... Enfin, voilà, je suis au Vietnam, je commence à grandir dans la restauration. Et en plus de ça, je récupère aussi, du coup, une autre affaire à elle, qui était un restaurant méditerranéen, Middle Eastern. Et les 2 étaient collés, l'un à l'autre. Les 2 avaient 3 étages. Et là, je passe littéralement d'une équipe de 10 à une équipe de 90 personnes, quoi. Et genre, j'avais un bureau, des assistants, etc. Et je me souviens, je regarde mon ex-patronne du coup à l'époque, je lui dis, mais je suis payée pour ça en plus. Enfin, pour moi, c'était complètement dingo. Enfin, quand tu viens d'une famille qui t'a donné beaucoup d'amour, mais qui s'est saignée pour t'éduquer, j'ai grandi grâce au Resto du Cœur parfois. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves à la tête de 2 magnifiques établissements. Après 2 ans de persévérance, je te dis, bah ouais, ça paye en fait. Et waouh, ça y est, je grandis. Et là, le culinaire rentre en jeu. Là, je commence à... Là, je sais pas, là, il y a quelque chose qui se passe avec le culinaire. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose qui se passe dans le culinaire, t'as une vraie connexion? Ouais, là, je sors un peu, quelque part, de rentrer dans un bistrot vietnamien. Parce qu'avant, c'était un bouchon lyonnais et un steakhouse. Donc, on était littéralement dans des bistrots très à la française. Et donc... En plus, vu que je faisais que bosser pendant 2 ans et qu'on a ce truc-là, quand on arrive à l'étranger, qu'on est français, où on a un peu peur d'aller vers le... Oula, c'est quoi ça? Non, je vais pas goûter, je vais pas manger. Non, ça, j'aime pas. Le tofu, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, plein de choses. On est vraiment un peu buté sur plein de choses. Mais quand je reprends les rênes de ce resto viet, pour moi, j'ai une mission là. Enfin, déjà, je suis avec des Vietnamiens, du coup, autour de moi. Je dois vendre leur cuisine. C'est comme si vous mettez des Vietnamiens dans un bar à vin. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, là, moi, je me retrouve française dans un restaurant de soupe vietnamienne, de tout vietnamien, je n'y connais rien. Donc pour moi, en plus, il y avait des Vietnamiens qui venaient dans ce restaurant-là. Donc c'est comme si vous mettez un Vietnamien ou un Péruvien qui n'a jamais mis un pied en France dans un bar à vin à vendre du vin pour les Français, du jour au lendemain. Voilà, ça vous donne un peu l'idée dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, où d'un seul coup, je me retrouve dans un restaurant vietnamien, avec que des Vietnamiens à gérer en personnel et des plats vietnamiens à vendre et à des expatriés et à des Viettes. Et là, je me dis, mais il faut que je connaisse, enfin, il faut que je comprenne il faut que
faut que je comprenne. Mais surtout qu'en plus, comme tu dis, ils parlent pas forcément anglais. Non, donc, là, à ce moment, alors, là, on commence. Faut dire, il y a un truc qui est très impressionnant au Vietnam, c'est que là, j'ai l'impression de vivre un petit peu mon cours d'histoire-géographie enfin, de le prendre en pleine poire comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que là, je comprends ce que c'est qu'un pays en voie de développement. Un pays en voie de développement, ça évolue très vite. Et autant pendant 2 ans, c'est la galère, et d'un seul coup, tu sais pas, il y a des buildings qui poussent comme des champignons, j'ai envie de dire, et à la fois, c'est un petit peu d'un claquement de doigts, peut-être pas du jour au lendemain, mais presque, les jeunes générations se sont mises à vraiment mieux parler l'anglais. Il faut dire aussi qu'on est dans un pays communiste et que quand je suis arrivée, tout était vraiment encore très bloqué pour eux. Ils n'avaient pas accès aux réseaux sociaux, ils n'avaient pas accès à plein de choses. Bon, à savoir qu'il n'y avait que Facebook à l'époque, hein, mais quand bien même, tout était bloqué. Ils n'avaient pas trop accès à l'information. C'est encore très fermé. Et petit à petit, malgré tout, même s'ils sont encore on est encore dans un pays communiste, il y a des choses qui se sont ouvertes. Donc en fait, les jeunes générations ont d'un seul coup eu accès à beaucoup plus d'informations et ont eu envie de s'instruire. Les Vietnamiens ils peuvent apprendre l'anglais. Moi, j'ai dû partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Eux, ils peuvent ouvrir un livre et apprendre l'anglais. Donc c'est quelqu'un, quand ils décident d'apprendre quelque chose, c'est de très bons. Enfin voilà, ils sont très disciplinés à ce sujet-là et ils avancent vite. Donc là, à ce moment-là, je commence quand même à trouver du personnel pour m'entourer qui parle un peu mieux anglais et qui m'aide à propager un petit peu ce que je veux propager avec le reste de l'équipe. Ok. Et à ce moment-là, tu prends vraiment... Enfin, je pense que tu as eu beaucoup de galères, mais en même temps, tu dois t'enrichir énormément de toute cette expérience. Ah bah grave. Non, c'est assez dingue parce que... comme je dis, déjà, je découvre des saveurs, des couleurs, des textures, parce que pour moi, je devais vraiment comprendre ce qui se passait. Et je voulais... Moi, il y avait une chose qui m'a toujours... J'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur. Je pense que quand on commence à grandir et qu'on veut être entrepreneur, qu'on veut être un peu comme ça, avoir ces rôles-là, quand on rentre un peu par la street life, on passe pas par les études. Donc on passe par vraiment le côté street de la chose. Et quand on arrive comme ça, à défaut de des fois ceux qui sortent des écoles qui peut-être vont se surestimer pour certains, et ben je pense que ceux qui arrivent qui passent par l'école de la vie peuvent se sous-estimer. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir, de pas être légitimes, ils ne sont pas allés à l'école. Enfin moi j'avais cette impression-là en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi je l'avais. Et donc il fallait constamment que je cherche une façon de m'assurer une crédibilité. C'était primordial. Donc auprès de mes employés, j'ai essayé d'apprendre le vietnamien, de connaître leur nourriture. Et à la fois, du coup, je me suis dit, c'est super. J'avais déjà ce truc-là de vouloir transmettre. Et là, il y avait un vrai échange avec les Vietnamiens. On s'apprenait mutuellement. Et il y a eu des choses assez extraordinaires qui se sont passées parce que, faut pas oublier que j'ai énormément galéré à fidéliser une équipe, à garder une équipe, à faire en sorte qu'ils me fassent confiance. Je veux dire, il y a eu des murs incroyable tout le long, même encore à ce moment-là. C'est pas juste après que je sois passé, avoir repris les rênes de ce resto, ça s'est pas arrangé aussi vite. Mais il y a eu des trucs, pour moi qui étaient très choquants dans le sens où je me souviens, il y avait un serveur un jour où chaque fois que je m'approchais de lui, j'avais l'impression qu'il avait peur. Et il y a vraiment ce truc, ce respect avec les supérieurs là-bas, mais à la fois dans la dureté de la chose aussi. Dans le côté quelque part un peu dictatorial de la chose. Et alors que moi, j'avais plus envie de leur transmettre l'amour du métier, le fait d'être heureux au travail. Et je me rapproche de cette personne et je lui dis, mais are you happy? Et il me regarde, il me répond littéralement, parce que alors, le vietnamien, pour le coup, est très sincère. C'est-à-dire qu'en France, on aurait plus tendance à te dire les choses qu'on a envie de te dire en face, mais on n'est pas sûr que... Voilà, on cache peut-être un petit jeu, mais au Vietnam, on est très sincère. Donc la personne me répond, non. Et là, je dis, mais si c'est pas une prison, et si tu n'es pas heureux, tu peux t'en aller. Mais si tu décides d'être heureux, non, je dis, si tu décides de rester, dans ce cas-là, il va falloir être heureux. Et bien évidemment, il est resté. Et c'est là où, petit à petit, j'ai réussi à créer du lien avec eux et à leur montrer qu'en fait, j'étais pas là pour juste être la boss et prendre le job, effectivement, d'un Vietnamien peut-être. Parce que pourquoi? Je suis française. Pour le coup, en me mettant à leur place, je pouvais comprendre ce qui se passait aussi. Et puis, il faut pas oublier non plus le parcours qu'ils ont au niveau de la guerre, au niveau de tout ce qu'ils ont subi. Donc, s'ils sont un peu méfiants, je pense que c'est normal.
Et malgré tout, là, je commence à fusionner avec eux. Et tout comme moi, ils essayent de m'apprendre leur culture, leur cuisine, tout ça. Pareil, je fais la même chose avec les vins, c'est-à-dire qu'il y a des soirs où, à ce moment-là, je suis directrice générale de 2 restaurants. Je voyais qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le vin, etc. Je fermais les restos, je prenais les 10 meilleurs, les 10 plus curieux avec moi. Et je leur disais, allez, suivez-moi. Je prenais des quilles de vin dans les caves. Je prenais un staff avec moi, je disais, allez, on prend les cartons de verre à vin. Et je disais, amenez-moi dans vos street food. Et on va boire du vin là-bas. Et donc on est arrivé dans les street food, on s'asseyait sur les tables, pas plus hautes que celle-ci, et avec les chaises basses là, et on déballait les verres à vin. Ils étaient tout fiers bien sûr parce qu'on arrivait dans ces cantines de rue. Et là je sortais des vraies belles bouteilles de vin quoi. Et là on commençait à discuter de vin. Je disais voilà, maintenant que tu n'as plus peur que ce soit dans le contexte professionnel, tu vas me dire ce que tu penses de ça. Et tout ça m'a permis, et c'est là où pour moi je parle beaucoup du Vietnam, c'est que tout ça m'a permis de réduire de plus de 30-40% le turnover de staff dans les restos. On a réussi de là, j'arrive à gérer 2 établissements, à reprendre un établissement, à en ouvrir un. J'arrive à améliorer les chiffres d'affaires. Je commence à comprendre comment les tableaux financiers fonctionnent. J'arrive à faire même à rendre les restaurants même d'autant plus profitables. Donc là, j'apprends vraiment tout. Tout l'aspect management, tout l'aspect gestion d'entreprise, tout le truc à la dure. Mais par contre, la reconnaissance, elle est grande. Et ça marche tellement bien qu'au bout de 2 ans, mon ex-patronne, du coup, décide de me donner 2 restaurants de plus. Donc, je me retrouve à la tête de 4 restaurants. Et là, je récupère un bistrot français historique, localisé dans l'ancienne manufacture d'opium de la ville. Et j'ouvre avec elle un nouveau restaurant. C'était le premier de la ville. Ils ne connaissaient pas encore cette cuisine-là. Et je crois que moi-même, je ne connaissais pas non plus encore. C'est la cuisine Nikkei, donc fusion péruvienne-japonaise. Donc là, j'ai 4 cuisines. 4 cuisines et je continue de découvrir, je continue de grandir. Je découvre des saveurs, je découvre des textures. Les vins aussi, je commence à faire toutes les cartes des vins. Donc bien évidemment, je rencontre des passionnés qui m'aident à faire les cartes des vins. Et là, je développe totalement toute cette expérience culinaire. Et tu développes une passion encore. Une passion. Alors là, il y a vraiment, il y a tout ce côté management, leadership, gestion, côté entrepreneurial que j'adore et dans lequel je grandis. Et en plus de ça, effectivement, même si l'environnement de la restauration m'attirait, là, je découvre tout son côté artistique. Et étant une passionnée d'art depuis toujours, je fais moi-même de la photo, de la musique, il y a ce truc très artistique que j'ai. Là, je découvre ce côté artistique vraiment, et je m'éclate. Je m'éclate. Ça te manque là quelque part un petit peu, quand on reparle. J'avoue que j'ai un peu la nostalgie. J'y retournerai pas pour plein de raisons. Enfin, je suis partie, si je suis revenue, c'est pour des raisons et j'ai ma famille en France, etc. Mais ouais, bien sûr, je pense que j'en ai quasi les larmes aux yeux quand j'en parle parce que je suis passée de la fille à la femme là-bas. C'est-à-dire que je suis arrivée, je pensais rester quelques mois et au final, je me réveille un matin, j'ai 30 piges. Je me dis, mais attends, je suis arrivée à 23 ans, j'ai 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, je me retrouve dans cet appartement de trader, baie vitrée jusqu'au sol, femme de ménage. À la fois, je travaille comme une dingue, hein, faut pas l'oublier. Enfin, je gère 4 restaurants. Je sais pas, j'ai pas de la chance d'être là où je suis. Il n'y a pas de chance. Et la chance n'existe pas. La chance, elle se provoque. Et là, à ce moment-là, je commence à prendre conscience de tout ça. Et effectivement, il y a une chose que je prends énormément conscience aussi là-bas, c'est que c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'en France, j'avais un environnement, c'était mes amis, c'était tout ça. Mais vu que je grandis dans un environnement... En France, on est très... je trouve qu'on est très dissociés. C'est les restaurateurs avec les restaurateurs, les banquiers avec les banquiers, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Moi, je ressens vachement ça depuis mon retour en France. Je pense que c'était déjà le cas avant mon départ de France, mais je le voyais moins parce que j'étais plus jeune. Enfin, je sais pas, j'y pensais moins, probablement. Et j'ai réalisé au Vietnam, j'ai vraiment pris conscience que l'environnement, ça pouvait aussi énormément influer à ton évolution, à ta réussite, ou au contraire, à tes échecs. Et parce que du coup, le fait d'être monté quelque part aussi vite, aussi fort quand j'étais là-bas, j'ai pris conscience que c'est parce que les gens qui m'entouraient étaient aussi déjà... On était tous très mélangés. Je pouvais rencontrer des artistes comme des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc je fréquentais énormément d'argent qui gagnaient probablement 15 fois mon salaire. Et forcément, quand on fréquente des gens comme tels,
quelque part, on épouse leur mindset. Et en fait, on se fait, sans le chercher au démarrage, je me suis fait happer vers le haut. Et ça, c'est une belle prise de conscience. Ouais, totalement. Mais est-ce que quelque part, tu as quand même des regrets, ou est-ce que tu as eu des regrets justement durant ton expérience là-bas? Du type que j'aurais pu faire ou pas faire Ouais, ou du fait que, je sais pas, tu étais peut-être loin de ta famille aussi. Est-ce que ça a été compliqué? Alors, ouais, bien sûr. Alors, pour le coup, j'avais une vie sociale et une vie professionnelle incroyable. Je partais un mois. Alors, je travaillais comme une dingue 6 jours par semaine et je partais en vacances. J'avais un mois de vacances dans l'année où là, j'en profitais pour faire le tour du monde parce que c'était donc mon premier rêve. Donc là, à ce moment-là, je réalise mon premier rêve. Donc vraiment, je vais faire du snowboard au Japon. Je pars à Cuba solo. Je pars faire du snowboard encore au Canada. Je vais faire enfin bref, je fais vraiment le tour du monde, le plus possible. Je voyage. Mais ma vie personnelle et ma vie familiale, pour le coup, un peu... alors, pour le coup, zéro. Enfin, très peu, quoi. Ma famille est à 12 000 km, donc ça, c'est certain. Mais vie personnelle, rencontrer quelqu'un, tout ça, là-bas. Enfin, déjà, je travaille énormément, mais en plus de ça, voilà, je suis une expatriée dans un pays où l'expatrié n'est pas forcément là pour l'expatrié. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui se passent qui sont pas forcément super classe à voir non plus. Et donc de ce côté-là, c'est un peu le néant, quoi. Et effectivement, le regret serait peut-être de ne pas avoir su concilier tout ça mieux, mais honnêtement, c'est même pas un regret, voilà, ça faisait partie de mes 7 années-là d'apprentissage de la vie, j'ai envie de dire, et il y a des fois, on peut pas être bien ou bon dans tout, quoi. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, moi, j'avais cette sensation-là. Aujourd'hui, je pense différemment, mais à cette époque-là, j'avais cette sensation-là. Ouais, puis ça t'a permis d'être la personne quand même que tu es là aujourd'hui, et au final, t'es quand même rentrée en France, donc... Enfin, comment ça s'est fait Bah alors, c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu une crise d'angoisse. Ça va faire un peu du jour au lendemain. C'est la veille de mes 30 ans, quoi. Genre, j'ai eu ce truc de me dire oh, comment ça, je vais avoir 30 ans? Et en fait, il faut dire que malgré tous les beaux postes que j'avais et les beaux salaires que j'avais, etc., il y a un petit détail qui fait que je n'étais pas. Enfin, c'était un peu sous la table, quoi. Je n'étais pas déclarée. Donc, du coup, de tes 20, enfin, entre tes 20 et tes 30 ans, pour faire le tour du monde, c'est génial. Mais arriver à tes 30 ans, du coup, enfin, non seulement enfin, moi, j'avais ce flip du temps, enfin, je me disais, comment ça, j'ai tourné la tête, j'ai 30 ans, voilà, j'étais en train de flipper littéralement sur place, à me dire, attends, est-ce que je suis là où je veux être, est-ce que je fais ce que je veux faire? Voilà, grosse remise en question. Et en même temps, ben, là, je prends conscience que j'ai plus envie de construire, bâtir. Donc, en étant payé en cash, c'est un peu compliqué. Donc, vu qu'on est à ce moment-là en train de franchiser un concept, donc le bistrot vietnamien qu'on a ouvert, qui marche tellement à ce moment-là, qu'on est en train de le franchiser, donc en dehors du Vietnam aussi, j'en profite pour leur poser une offre, voilà, en disant, maintenant qu'on est en train de développer ce concept, moi, c'était vraiment mon coup de cœur, c'est vraiment, voilà, j'étais au Vietnam. Ce bistrot vietnamien, pour moi, c'était mon bébé, quoi. Voilà, ouais. Ma fierté, quoi. Et en fait, je leur demande d'arrêter peut-être de me donner à ce moment-là des restos à l'horizontale, parce que je pense que 4, c'était déjà assez. Et je leur demande de changer un petit peu de voie et de me dire, allez, que j'en récupère qu'un seul, Propaganda, et je pars sur son développement. Et pourquoi pas, enfin là, à ce moment-là, je leur demande littéralement forcément d'être déclaré, et pourquoi pas de rentrer un petit peu dans l'affaire et de développer ça en me rapprochant de ma famille. Moi, dans ma tête, c'était possible à ce moment-là. Et pourquoi pas? Finalement, on s'entend bien. Le restaurant, je le connais mieux. Enfin, je le connais bien. J'arrivais sur mes 30, donc perspective de développement, business développeur. Ça restait un peu dans le truc de ce que je pouvais faire en évoluant, etc. Et donc j'essaye un petit peu déjà de me rapprocher quelque part de l'Europe, mais de me sécuriser aussi à ce moment-là, avant de partir. Enfin, au début, j'essaye d'abord ça, quoi. Et au final, je pense que c'était trop tôt. À mon avis, elles n'étaient pas prêtes à... Je pense que même elles n'étaient pas sûres de la franchise, de tout ça. Et donc, en fait, ça ne se fait pas. Et donc là, voilà, c'est là où je sais pas, je décide de sortir de ma zone de confort parce que j'avais déjà cette notion de savoir que j'avais réussi à bâtir ce confort. Et qu'en fait, là... Pour moi, j'avais atteint un niveau au Vietnam où si je restais, je ne pouvais que stagner ou redescendre.
Et en fait, c'est dur quand tu as grandi en t'économisant tes cartes de bus parce que tu étais dans des écoles privées et que tes amis avaient des jeans diesel et que toi, tu voulais avoir les mêmes. Donc c'est très dur quand là, tu gagnes très bien ta vie et que tu fais le tour du monde, d'oser lâcher tout ça sans savoir quelque part ce que tu dois faire. Mais je savais qu'il fallait que je mette un coup de pied dans la familia parce que c'était... je pouvais pas rester... Ça y est, j'avais vécu un truc magnifique, etc. Mais je me voyais... Là, j'ai eu cette crise d'angoisse parce que je me suis vue à 40 ans au même coin du bar. Et je voulais pas devenir cette personne. Je voulais continuer de grandir, je voulais continuer d'apprendre, je voulais continuer d'évoluer, il fallait que je me bouscule encore. Et dans ta tête, tu t'es dit qu'en France, tu allais atteindre cette évolution? C'est pas ce que je me suis dit au départ, mais là j'avais un peu ce besoin familial. Ouais. J'avais ma grand-mère qui commençait à vieillir, donc du coup j'avais déjà avant tout besoin de faire une parenthèse familiale. À me dire, faut que j'entre en France, ma grand-mère, ma mère, ma grand-mère. Parce que là, mon père, je l'ai perdu, j'étais très jeune, j'avais que ma mère et ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est un peu, enfin voilà, pour moi c'était ma deuxième mère. Et je sentais que, voilà, je sais pas, il fallait que je rentre. Et j'ai eu raison, mais il fallait que je rentre. Et donc là, je rentre, je plaque, enfin je pose 6 mois de préavis quand même, hein, parce que vu que j'ai énormément de responsabilités, j'ai des équipes qui me suivent, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Enfin, pour moi, c'était hors de question que je claque la porte du jour au lendemain. Il fallait que je décolle les ventouses de tout ça, mais le plus délicatement possible. Et bon, aussi délicatement que tu puisses essayer de le faire. On finit tous par chialer, hein, bien évidemment, ouais, mais en tout cas, voilà, je me souviens être partie en leur disant aujourd'hui c'est vous qui m'apprenez quelque chose, parce que eux m'ont vraiment appris les valeurs. Autant j'ai pu leur transmettre des choses, mais le vietnamien m'a vraiment appris les valeurs des priorités, de la famille, de l'amour, enfin de le respect. Il y a plein de choses où ils sont bien avancés. Ouais, je pense que nous, par rapport à la France, on a des choses complètement différentes que leurs coutumes ou leurs habitudes ou Carrément. même leur mentalité finalement. Carrément. En fait. Mais un exemple tout bête, c'est-à-dire que nous, si on a une super carrière en France et que papy est malade, bon bah papy ira dans une maison à l'hôpital, on ira le voir quand on a le temps et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe en France. Au Vietnam, ils ont beau venir dans les coins les plus pauvres du Vietnam, ils dégotent le job de leur rêve mieux payé que jamais. S'il y a même ne serait-ce que le demi-frère qui est malade dans la campagne, ils hésitent pas une seule seconde à tout plaquer pour aller le rejoindre. Ah ouais. Ouais, ça fait réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir. Et le jour où je les ai quittés, je leur ai dit aujourd'hui, c'est moi qui vous écoute. Si je rentre vers ma famille, c'est parce que je pense que je dois y rentrer. Enfin, c'est parce que je pense que je dois la retrouver. Donc, du coup, je me souviens, c'était un moment mais tellement émouvant. Et ils m'ont s'écrit encore, bien évidemment. Enfin, je veux dire, tu gardes toujours des relations avec eux. Ok. Bah, j'ai quand même construit une vie, voilà. J'ai envie de dire, depuis, j'ai du mal à reconstruire. J'ai eu beaucoup de mal à reconstruire ma vie en France derrière. Ouais, t'as dû te prendre une claque en France. Ouais, je pense que la claque a été plus dure en sens inverse encore. Totalement. Mais surtout que là, en plus, au moment où je plaque le Vietnam, j'avais tellement fait un pas en avant que quand les gens ont su que j'avais posé ma dème, parce que tout le monde savait que j'étais très loyale, et quand les gens ont su que j'avais posé ma dème, d'un seul coup, je recevais des propositions de poste, mais j'étais là, mais c'est à moi que tu proposes ce poste-là, du type, viens gérer des trucs sur toute l'Asie. Je disais, mais moi? Vraiment, c'est fou ce syndrome de l'imposteur, comme on peut le garder toute sa vie, quoi. Et je disais non mais c'est génial, mais pas du tout, moi je rentre en France. Et là du coup je sais pas pourquoi, je me dis bah allez, non mais je vais monter mon food truck de cuisine vietnamienne revisitée. Les gens ils me proposaient de gérer des établissements sur toute l'Asie et moi je leur disais non je rentre en France, je vais ouvrir mon food truck de cuisine vietnamienne revisitée. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui me regardaient et me disaient mais est-ce que tu es folle? Donc je pense que oui, déjà je pense que je le suis, mais en plus de ça, je comprends pourquoi ils m'ont dit ça. Parce que vraiment c'était ta première idée, le food truck en fait ma première idée c'était ma vraie première idée c'était un peu le restaurant vietnamien dont je vous parle, puisqu'au vietnamien voilà on était en train de le franchiser. Donc moi mon idée, j'étais tellement convaincue que ce concept pouvait marcher en Europe, je le suis toujours d'ailleurs, convaincue. Et je pense que là, d'ici peu, il y a peut-être des chances que je le ramène. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer avec cet établissement. Et j'étais tellement convaincue que ça pouvait marcher en Europe que du coup, vu que pour le coup, j'allais pas, voilà, c'est pas mon restaurant et que ça ne s'est pas fait avec mes patronnes, il est hors de question que je copie-paste quelque part quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, je décide d'ouvrir, je voulais ouvrir un peu dans quelque chose dans le même principe, mais ajusté avec à moi, quoi, et avec un peu aussi le fait d'entremêler la cuisine locale à la cuisine vietnamienne. Donc d'ouvrir quelque chose qui fusionne un peu avec le côté franco-vietnamien quelque part.
pour faire travailler l'ingrédient local. Et donc, moi, j'avais vraiment envie d'ouvrir ce truc, ce bistrot qu'on pouvait peut-être franchiser par la suite. Mais encore une fois, syndrome de l'imposteur, je me dis non, mais ça fait 10 ans que je suis pas en France, je vais pas ouvrir un resto de 150 places assises, je vais me planter. Donc, parce que je me suis dit ça, je me suis dit, faut toujours rentrer par la petite porte. Et donc, pour moi, la petite porte, c'était le food truck. C'était la plus petite porte que j'ai pu trouver. Et c'est vrai. Et pour le coup, elle était un peu trop petite. Et c'est là où et encore une fois, la deuxième grande leçon, non, pas que la deuxième d'ailleurs, je pense que ça doit être déjà la énième, mais encore une grande leçon que j'apprends, c'est que non, mieux vaut avoir confiance en toi, mieux vaut avoir un projet béton ficelé avec un business plan ficelé, mieux vaut lever plus de fonds si tu as besoin de lever plus de fonds. Mais par contre, moi, de passer de meneuse d'hommes quelque part à entrepreneur, visionnaire, tout ça, à retrouve-toi dans ton camion, fais la bouffe. Donc du coup, je suis passée de quelque part chef d'entreprise à oui, chef d'entreprise, mais camionneuse, cuisinière. J'avais là pour le coup, j'ai fait tout ensemble. En fait, je pense que mon parcours est un peu à l'envers de la chose d'ailleurs. J'aime bien faire les choses à l'envers. Je crois que c'est un peu ma marque de fabrique. C'est ah oui, il faut faire comme ça. Bah non, moi je vais faire l'inverse. C'est pas drôle de faire comme toi. Voilà, exactement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, exactement. C'est un peu ça. Mais je le fais. J'ouvre le food truck. Ok. Et je ne lâche rien. Et le food truck marche mieux que moi d'ailleurs, je pense, à ce moment-là. Mais c'est vraiment ta première expérience, par contre, quand tu rentres. Je rentre en France, pour le coup, tu ne remets pas un pied dans un resto. Ah non, du tout. Ok, c'est vraiment ton objectif. Je suis en train de monter le food truck, je fais quelques extras. Okay. Je remballe mon ego et je vais faire quelques extras en chef de rang. Mais par contre, ça a dû être quand même. Ouais, c'était un peu violent, ouais. Ouais, violent. Enfin, de passer. Bah là, la violence, elle est dans l'ego humain qui est tu passes de quelqu'un à personne. Déjà, ça, c'est une première violence que tu dois te faire à toi-même. Presque, il n'y a rien de. Enfin, voilà, on s'en fout, tout le monde s'en fout de toi. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, ça te fait un petit coup quand même. Parce que tu es reconnu. Donc, encore une fois, la différence avec la France et le Vietnam, enfin, en tout cas, moi, de mes expériences à moi, le côté sectaire, comme je dis. C'est-à-dire que là-bas, quand on m'a laissé grandir. Là, je rentre en France, bon, parce que je suis en train d'ouvrir mon food truck, je mets toutes mes économies là-dedans, parce qu'en plus, j'avais que du cash. Laisse tomber la galère. Les banques ont cru que j'étais dealeuse de drogue, enfin, voilà, l'angoisse. En plus, petit détail quand même, pendant les 6 mois de préavis, malgré le fait que j'habite pendant 7 ans au Vietnam et qu'il ne m'arrive rien, je me plante en scooter violemment. Donc gros accident de scooter. Donc au point où voilà, on m'aide littéralement à me doucher avant de rentrer. Et malgré tout, je continue de finir mon préavis au Vietnam et je rentre avec les mains cassées, le pied cassé. En plus, il foire l'opération, donc je me fais réopérer en France et je monte mon food truck en même temps. Donc, voilà. Inarrêtable. À ce moment-là, ouais, j'avais déjà ce truc de dire, j'ai un truc dans la tête, je fonce quoi. Alors ça, c'est un peu, je pense, le tempérament aussi des entrepreneurs comme ça, c'est on y va, on essaye, là ça a marché, là ça n'a pas marché, on se relève, on continue, on recommence. Et là, à ce moment-là, moi, je tente un truc, et plus j'avance, à chaque fois que je mettais un pied derrière l'autre, je me suis dit, mais je crois que je suis en train de m'enliser dans un sable mouvant, là, qu'est-ce que je fais? Mais vu que t'es dedans, t'es parti, c'est trop tard, tu peux plus faire retour. Enfin, moi, sur ce genre de concept, c'est difficile de faire machine arrière. Donc j'y vais, je le fais marcher, je le tiens pendant 2 ans. Enfin, un an et demi à peu près, enfin voilà, 1 an. 2 ans l'entreprise et je crois le food truck ouvert, 1 an et demi. Le food truck marche, le food truck plaît, mais moi, au bout de 2 ans, j'ai plus de jus. J'ai littéralement plus de jus, c'est-à-dire que je ne prends même plus plaisir dans ce que je fais, j'ai la tête comme ça dans le guidon et en fait je réalise que voilà, j'ai mal, quelque part, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est d'avoir voulu commencer trop petit et seul. Là je comprends que quand on veut être chef d'entreprise et quand on veut réussir et quand on veut grandir, on ne peut pas être seul, on ne peut pas faire les choses seul. Et donc quand bien même j'avais des perspectives d'évolution, de franchise, etc., à ce moment-là, parce que c'est mieux à ce moment-là de le faire comme tel, je préfère fermer, pendant que l'entreprise est en positif, je préfère fermer le food truck, tout vendre et réfléchir à nouveau à comment je peux m'y reprendre d'une autre manière, quoi. Et donc là, je ferme et à ce moment-là, moi, vu que j'étais un petit peu dans ma bulle à ce moment-là de food truck, j'ai même pas recréé encore une vie sociale. J'ai même pas, j'ai même pas encore recréé vraiment une vie en France, exactement. Et donc tout mon réseau est encore au Vietnam. Et à ce moment-là, vu que je viens de quelque part, j'ai foutu toutes mes économies. Enfin là, je
j'ai un peu au ras des pâquerettes à ce moment-là. Globalement, j'ai tout perdu à ce moment-là. Et en fait, du coup, je prends l'opportunité de prendre un contrat de consulting et de retourner au Vietnam pendant quelques mois. Parce que mon réseau était là-bas. Donc j'avais cette opportunité-là à ce moment-là. Moi, je me suis dit, ok, je me refais un peu de cash. Et en plus, je récupère un petit confort le temps de quelques mois, quoi. Et en fait, du coup, je retourne au Vietnam. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de déjà vu. Parce que quand tu décides de partir au bout de 7 ans pour des raisons, quand tu y retournes, tu les retrouves, ces raisons. Mais à la fois, il y a ce truc voilà, c'est pas grave, je suis là, je fais le contrat de consulting, j'y vais, et il y a le Covid. Et là, on est sur la première vague de Covid, personne ne sait ce que c'est. Nous, en plus, au Vietnam, on en entend parler bien avant parce qu'ils sont vachement plus précautionneux, puis on est plus proche du problème, quoi. Et sauf que là, je me vois encore moins, à nouveau, être à 12 000 km de ma famille, sachant qu'en plus, on ne sait même pas ce qui va nous arriver. Et là, c'est un peu l'angoisse, c'est-à-dire que du coup, on pose un accord, donc on arrête le contrat de consulting plutôt que prévu pour que je puisse rentrer. Et là, j'arrivais même plus à partir, c'est-à-dire que mes avions étaient tous annulés, on était vraiment en train de... la France commençait à être confinée, et là, j'arrive à prendre un dernier avion d'Air France affrété grâce au consulat, quoi, avec des volontaires, etc. Donc là, je monte dans cet avion et je rentre en France. Et là, pour le coup, j'arrive chez ma mère, je me souviens, je pose mes valises, et là, je dors, mais pendant 2 semaines. Je crois que ma mère a eu peur, elle est rentrée plusieurs fois dans ma chambre, parce que je me couchais à 9h le soir, je me réveillais à 15h. Tellement je pense que mon corps avait pris cher, quoi. Ouais, c'est clair. Donc l'avantage du Covid pour moi, le Covid, moi, a littéralement été une période le Covid m'a sauvé la vie. Parce que le temps s'est arrêté, donc je pense que j'ai eu cette impression que j'avais le droit de m'arrêter. J'allais pas être en retard. Et donc là, j'en ai profité. Et forcément, même si j'avais cette envie d'entreprendre, un peu déjà en consultant, en freelance, etc., en plus encouragé par mon entourage, Cindy, j'avais beaucoup d'entourage ou d'anciens clients, d'anciens staff ou quoi, qui me disaient, mais Cindy, mais pourquoi tu fais pas du consulting, t'as tellement de choses à apporter à ce métier quelque part et tout ça. Donc moi, ça me touchait énormément et j'avais cette envie de faire du consulting, mais au début, mais tu sais pas comment faire du consulting. Déjà, consulting, ça veut dire quoi? C'est tellement abstrait pour beaucoup de personnes à ce moment-là. C'est quoi le consulting? Et comment tu vends tes services de consulting? À combien? C'est quand t'as pas les codes comme ça. Et encore une fois, j'ai pas de personne. Là, je suis en France, je suis de nouveau en France, donc j'ai de nouveau personne pour m'expliquer comment faire les choses en France, quoi. Et malgré tout, j'avais ça dans la tête, mais on est en plein Covid. Pas vraiment le moment de se lancer en freelance, quoi. Ouais, surtout dans la restauration. Voilà, exactement. Surtout dans le métier de la restauration, tout à fait. Donc du coup, je me dis, on va prendre les jobs sécures en attendant de voir comment le monde avance, quoi. Et là, je reprends des postes, pour le coup, de cadre. Voilà, je suis directrice de plage sur la Croisette. Je reprends aussi après cette expérience-là, je reprends un poste je fais partie de l'ouverture d'un gros établissement à Nice pour un gros groupe. Mais justement, pour rebondir là-dessus, sachant que tu avais également géré quand même des établissements au Vietnam, quand tu t'es mise du coup quand même à gérer des établissements en France, qu'est-ce que tu t'es dit? Je pense que là, ça a été encore une autre claque, en effet. Là, ça a été le moment où du coup, je récupère une vie sociale en France. Et où tous les codes changent, c'est-à-dire que moi j'arrive avec toute ces codes, cette bienveillance et ce truc de savoir ce que j'ai fait au Vietnam, donc je me dis ok, très bien, j'ai fait au Vietnam, je peux le faire en France, pas de souci. Puis gérer une entreprise, ça se gère partout de la même manière globalement, mais t'as des systèmes qui sont les mêmes, voilà, c'est des principes universels, j'ai envie de dire. Mais là, je me retrouve face à des employés français, à des patrons français. Et en plus, de même, pareil, syndrome de l'imposteur, vu que c'est le Covid, on me propose ce poste-là, donc je me dis déjà j'ai de la chance, moi je prends ça pour une chance bien évidemment, j'ai de la chance qu'on me propose un statut cadre en CDI en pleine pandémie, ça arrive pas à tout le monde, donc je prends la chose. Bon, la contrepartie c'est que le salaire il est pas dingue, et que je vais me prendre à masse de responsabilités en pleine poire. J'essaye de négocier, mais à ce moment-là je suis pas encore très bonne négociatrice, pour moi-même en tout cas. Je suis très bonne pour les autres, mais à ce moment-là, on est toujours meilleur pour les autres que pour soi-même. Et là, à ce moment-là, donc j'essaie de négocier un peu, mais je pense que je suis trop gentille dans la négociation et bon, j'accepte parce que de toute façon, c'est la sécurité aussi.
Et j'ai bien fait, parce qu'après, quand il y a eu les confinements d'après, enfin voilà, chômage partiel, etc. Donc, mais voilà, je prends ce poste-là. Et là, je me retrouve face à un phénomène assez destructeur en France, où autant au Vietnam, j'arrive, j'ai 22 ans, 23 ans, j'ai fait des saisons, personne ne me connaît, enfin même moi, je veux dire, je suis saisonnière, quoi. On me donne les clés des restos comme ça, parce que non pas parce que j'ai les compétences, je n'avais pas les compétences, j'avais le potentiel à en devenir. Et il y a des gens, dans certains, en tout cas là-bas, moi j'ai cette expérience-là, donc j'en parle parce que c'est mon expérience et que j'ai pas d'autres expériences particulières, enfin qui m'ont autant marqué. Et là je suis en France, j'ai les compétences, j'ai envie de dire c'est à ça que sert un CV, j'ai les compétences, et là donc je suis moins bien payé, alors que j'ai les compétences, et je me fais écraser, c'est-à-dire que dès que je déborde un tant soit peu d'enthousiasme, je sais pas, en France c'est mal perçu, on a peur on pense que tu peux prendre la place de quelqu'un d'autre, ou enfin voilà, ce genre de petits détails là où du coup on t'écrase. Toi t'es là, tu cherches à briller 5 minutes sur une table pour le bien-être de l'entreprise, parce que plus tu te sens chez toi, plus tu vas pouvoir vendre le bébé, et autant dans certains endroits, croyez-moi que les gens l'ont bien compris, c'est cadeau, c'est pépite. Un employé qui tombe amoureux de ton concept et qui le prend comme le sien, c'est cadeau. Mais en France, visiblement, non. C'est reste à ta place, s'il te plaît. Prends, toi, toute la merde. Sois pas super bien payé en fonction. Et par contre, dès que tu dois un peu prendre quelque part les avantages que tu peux avoir de par le fait de ce que tu peux profiter de tout ça, on te le refuse quelque part un petit peu, quoi. Et là, je souffre à ce moment-là, je souffre énormément, plus le rapport avec les employés. Où là, je me retrouve face à des employés où, à un moment donné, tu crées un lien de confiance, tu négocies pour eux des salaires, et le lendemain, ils se mettent en arrêt maladie. Et toi, c'est là, tu fais, mais attends, j'ai pas compris le principe. J'avais l'impression de me faire rouler total, quoi. J'ai l'impression de ne plus comprendre. Là, pour moi, j'ai juste l'impression de devoir réapprendre tout ce que j'avais appris au Vietnam, mais avec d'autres codes. Mais sachant que tu avais quand même croisé des personnes qui étaient vraiment passionnées par le milieu de la restauration. En France ? Ouais, en France notamment. Enfin, quand tu parles là de gérer des équipes, est-ce que tu ressentais cette même passion que tu avais pu ressentir au Vietnam par rapport aux équipes? J'avais, moi, cette passion à l'intérieur de moi, ce feu. Oui, alors après, j'ai quand même réussi malgré ça, malgré ces personnes-là, malgré ces échecs-là. Encore une fois, ma grande fierté et ma force fait que j'arrive quand même à construire mes équipes, à en faire ma force, transmettre, quoi. à leur transmettre quelque chose au point où les équipes me mettent quelque part, il y a un déséquilibre qui se fait parce que les équipes me disent ouais, on reste vraiment pas pour la boîte, mais c'est pour toi qu'on reste. Mais sauf que ça, c'est un déséquilibre total. Je ne peux pas prendre ce poids-là sur mes épaules. Aucun manager ou directeur ne doit prendre ce poids-là sur les épaules. Oui, il doit être la figure, il doit motiver, il doit alimenter tout ça, mais il ne peut pas être la structure. La structure, c'est l'entreprise. Donc, moi, en ayant conscience de tout ça, en étant au milieu de tout ça, et en étant tiraillé par tout ça, et en plus, à la fin du mois, tu galères, je me dis, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Et en fait, du coup, là, j'en perds. En plus, j'en perds ça parce qu'on se retrouve en plus, alors là, je parle du sud-est de la France, plus que de la France en général, mais genre, où je me retrouve... il y a un peu moins d'aspect culinaire. Encore une fois, là, il y a vraiment ce truc où je me retrouve face à des chefs, végétariens, mais ils nous font chier, des trucs comme ça, où au Vietnam, ça n'existe pas, ça. Il y a au contraire, on prend on doit te faire un plat, et ben on va tester des saveurs ou des choses. Enfin, il y a une culture du végétarisme, quoi qu'il en soit, au Vietnam, certes, mais quand bien même, pour moi, du coup, je découvre tout ça. Et du coup, j'arrive plus à savoir si je suis perdue, si en fait c'est plus mon métier, si j'aime encore mon métier. J'ai encore ce feu à l'intérieur de moi, mais je sais plus quoi en faire. Et en plus de ça, vu que j'ai toujours été dans la restauration, même si je suis un entrepreneur dans l'âme de façon générale, j'ai un peu cette impression de ne pas savoir quoi faire d'autre. Et là, arrivé à un certain moment, je pense que j'ai 2 câbles qui pètent au cerveau. Et quand je reprends cette affaire à Nice, et au moment où ils me pressent, je sais pas, la façon dont les choses se font me conviennent tellement pas, qu'à un moment donné, j'ai rendez-vous avec eux, je leur dis, je comprends pas là, le ratio entre argent, plaisir et même kiff au travail, enfin voilà, argent, plaisir, vie personnelle, rien n'était équilibré. T'as négocié 200 balles de plus, t'as l'impression que t'as vendu ton âme au diable.
Et là, moi, ça me fait vriller. Et là, j'ai deux câbles qui pètent. Et je pose ma démission. Et là, je pars en Descente aux enfers. Ouais, en perdition quelque part. Genre, ouais, c'est une descente aux enfers. Ouais, c'est une descente aux enfers, ouais. Enfin, à la fois, je le vois pas comme tel parce que je suis pas quelqu'un qui verrait les choses comme ça, mais je me dis, tiens, c'est bon, j'ai 10 ans de carrière, enfin 10-15 ans de carrière, c'est peut-être le moment, il faut que je change. Et vu que j'ai des passions artistiques, je me dis, bah allez, pourquoi pas, on va essayer d'être DJ, on va essayer d'être photographe, on va essayer de tout faire, mais du coup, c'est un peu bordélique. Et en plus, vu que j'ai commencé une vie active très très jeune, j'avais des responsabilités très très jeunes, pendant que mes amis faisaient la fête quelque part, moi je la faisais pas. Donc là, j'ai un peu la crise de la trentaine qui arrive en même temps. Je comprends pas la vie, je ne sais plus pourquoi j'existe. Enfin là, avec le côté artistique, fêtard, je descends un peu. Ouais, t'as envie de retrouver une jeunesse quelque part que t'as pas eu en fait en France par rapport à tout ça. Ou alors me trouver une excuse. Ouais. Me trouver une excuse, enfin me trouver un moyen de dériver quelconque parce qu'il fallait que je pense que je rêve. J'avais besoin de rêve là. J'avais besoin de rêver à nouveau, j'avais besoin de m'évader. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas de fil conducteur à ce moment-là, les moyens pour t'évader sont pas forcément les bons. Et c'est là où effectivement, je m'amuse. Ouais. Je m'amuse. Tu te perds quelque part. Mais je me perds. Ouais. Voilà, je m'amuse et je me perds, et jusqu'à arriver à un moment donné où tu arrives très bas, j'irai pas jusqu'à l'extrême non plus, mais quand bien même, tu te regardes dans un miroir et tu dis, attends, en fait, je pense que je suis arrivé à un moment donné où j'avais tellement perdu confiance en moi, j'en suis même arrivé à me faire avoir bêtement et stupidement, et à me faire piller mes comptes en banque, enfin bref. Et là, je pense que l'impasse financière a été ce moment où j'ai touché le fond. Et à la fois ce moment où j'ai pu prendre appui sur le fond et me relever. C'est-à-dire que là, l'aspect financier a appuyé, où là j'ai eu une vraie prise de conscience, je me dis, attends, Cindy, à 25 ans, tu étais là, à 34, tu es là, qu'est-ce qu'il s'est passé? À quel moment tu as glissé en fait? Et là, je me suis dit, si tu ne changes pas là, si tu ne fais pas d'autres choix dans ta vie, si tu continues de glisser, où tu seras dans 10 ans? Si là, en 10 ans, il y a eu ça qui s'est passé, même si c'était pas totalement exact, enfin voilà, ça s'est fait plus en 3-4 ans en France qu'en 10 ans en tout, mais quand même, je me dis, là, si je continue comme ça, je finis comment en fait? Et là, je reprends conscience, je me reconnecte un peu avec moi-même, et surtout, il y a un truc où je prends, de me retrouver avec moi-même, sobre, de me mettre à repenser correctement et de me dire, ok, Cindy, ça fait combien de temps que tu n'as pas appris quelque chose de nouveau? À quel moment tu as cessé de croître? Et là, je me suis dit, ok, je suis partie directement à la librairie, j'ai acheté une pile comme ça de bouquins, développement personnel, et je me suis remise dedans à fond. Mais est-ce que là, à ce moment-là, quand tu dis, ouais, je veux réapprendre quelque chose, t'avais mis de côté la restauration ou justement tu te remets dans l'alignement et tu te dis, la restauration, c'est fait pour moi, je reste là-dedans? Alors là, à ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, je me dis, il faut que je trouve le chemin. À ce moment-là, je me dis, je ne sais pas encore lequel c'est, mais il faut que je retrouve un chemin. Le mien, donc en l'occurrence, lequel c'est, je ne sais pas, mais il faut que j'aille. Et là, vu que je me retrouve dans une impasse financière terrible, il faut à nouveau que je remballe mon ego et je vais faire une saison en chef de rang sur une plage. Alors que mon entourage à ce moment-là me connaissait en tant que directrice. M'a vu littéralement plonger, ton environnement te soutient énormément dans ces moments-là, et là, pas grave, je remballe mon ego, je retourne faire chef de rang. Je me sors de la merde, et tout ce que je gagne en plus, je le mets dans la connaissance. Et je me dis, en le mettant dans la connaissance, je vais trouver un truc qui va me plaire. Donc vu que j'écris depuis toujours, par exemple, aussi, je me suis dit, tiens, l'écriture artistique, c'est bien, mais c'est plus difficile de gagner sa vie avec. Donc je me dis, j'entends parler du copywriting, je me dis, tiens, pourquoi pas faire du copywriting, c'est de l'écriture persuasive, au moins je gagne peut-être plus facilement ma vie avec, mais je cherchais littéralement, là, j'étais vraiment dans un phénomène de recherche. Donc je prends même des cours sur le copywriting, en me disant, peut-être que voilà, c'est ça, au moins je m'imaginais en fait une solution, moi, de travailler derrière un ordinateur en pouvant faire le tour du monde. C'était un peu le truc où je me disais, ouais, c'est peut-être ça, la vie. Sauf qu'au moment où je fais mon cours de copywriting, là, en fait, vu que je dois passer une épreuve, je me dis, ouais, mais moi, j'ai un cerveau qui a besoin de comprendre ce que je fais pour le faire.
Donc je me dis, je peux pas faire un exposé sur le fait de vendre une marque de shampoing, ça m'intéresse pas. Enfin, du coup, je me dis, bon, bah, on va faire ce que je connais et je vais faire voilà, une page de vente, un site internet et tout machin, comme si je me vendais en consultante de restauration. Parce que pour moi, c'était plus facile à faire, je comprenais, j'avais un sens. J'écrivais une histoire, je pouvais écrire mon histoire, c'était lié. Et en fait, en faisant ça, non seulement j'ai découvert le fait d'apprendre à se vendre, parce que même quand j'ai essayé d'être DJ, photographe, j'avais un problème, c'est que je n'arrivais pas à me vendre. Et en tant qu'entrepreneur, on doit savoir se vendre. Et du coup, là, quand je commence à faire du copywriting, même si finalement c'était pas là où j'allais, je comprends un peu le truc de ce que c'est de savoir se vendre, et je commence à construire cette histoire de consultante dans la restauration. Donc tu en reviens justement à... Tout à fait, naturellement, spontanément. Bah là, je suis en saison, etc. Et quelque part, ça me fait du bien. En plus, là, j'ai de la chance. Je tombe vraiment avec une bonne famille sur une plage. Enfin, je fais pas énormément d'argent, mais je suis bien. Je n'ai pas de responsabilité, je suis bien. Je reprends ma vie en main. Enfin voilà, faut passer par là. Mais je suis bien, je suis propre, je suis sobre, j'avance, je suis bien. De toute façon, dans les moments où il se passe des choses, tu t'en prends des leçons. Et tu te vois évoluer, tu te vois changer, tu te concentres avec toi-même. Moi, j'étais dans ma tête, les gens me proposaient d'aller boire des verres, je disais non, je rentre à la maison et je vais faire mes cours. Et j'ouvre des bouquins. Je me levais plus tôt que les autres, j'allais faire du sport, j'arrivais en saison, j'étais la plus en galère de tout le monde sur la plage et j'étais aussi la plus heureuse à ce moment-là. Parce que je me reconnectais avec ce qui se passait autour de moi. Je me disais, ok, je suis là, je suis en train de servir, bah tu sais quoi, je vais aller écouter les gens en train de servir, je vais leur demander ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils font. J'ai repris ma vie en fait de point de départ. Je me suis revue en saison. Au tout début, quand j'aimais ce métier, quand je voulais ce métier pour écouter les gens. Et en fait, quand on prend des responsabilités aussi, des fois, on oublie l'essentiel. Du coup, là, moi, je me reconnecte à mon essentiel. Je me dis, mais en fait, c'est quand j'étais directrice de plage, là, à force de gérer les problèmes de ci, de là, même plus j'allais parler avec les clients. Ouais, t'en oubliais l'essentiel. J'en oubliais l'essentiel. Et voire même, du coup, je nourrissais peut-être certaines déceptions autour de moi. Et ce jour-là, enfin vraiment, toute cette phase, ce moment-là de ma vie, je prends conscience que de la vie, on ne peut répondre qu'en étant responsable. Et là, j'arrête de mettre tout ce qui est en train de m'arriver sur le dos de quoi que ce soit. Ouais, tu te cherches plus d'excuses. Ah non. Là, je me dis, ok, si t'es dans la merde financièrement, à un moment donné, c'est toi, quoi. C'est comment t'en es arrivé là par rapport à toi. Alors, il peut y avoir des événements de la vie. Oui. Mais de ces événements de la vie, tu en fais des choix. Et c'est ce vecteur-là que tu as entre les mains et que tu peux choisir. Et de ces choix deviennent des résultats. Et c'est ce résultat-là qui va donner la direction de ta vie derrière. Et là, à ce moment-là, je prends vraiment conscience de ça. Et je prends aussi conscience, parce que je refais du coup un point sur ma vie en général, et l'environnement est la clé de la réussite ou de l'échec d'une personne. Pour passer outre tout ça et pour avancer dans ce que je voulais faire, de reprendre ma vie d'entrepreneur, il a fallu que j'arrête de voir des amis. Il a fallu que j'arrête de... Je me suis retrouvée très seule pendant un moment. Les personnes qui ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme, seuls les entrepreneurs là, qui vont m'écouter, vont comprendre ce que je vais dire. Parce que les gens qui réussissent dans la vie font ce que les autres ne font pas. Les personnes qui sont allées plus loin que les autres ont fait la chose de plus que les autres n'ont pas fait. Mais c'est pas parce qu'ils ont un niveau supérieur, c'est parce qu'ils ont eu une discipline. Et moi, en fait, j'ai très souvent et très longtemps été indiscipliné. Je pensais que la discipline, c'était un manque de liberté. Alors que moi, tout ce que je recherche dans ma vie depuis toujours, c'est la liberté. Et à ce moment-là de ma vie, justement, dans toute cette prise de conscience, parce que je passe d'en bas, en haut à en bas, je réalise que sans discipline, je n'aurai jamais de liberté. Et c'est là où je coupe tout. Et la seule personne que j'écoute à ce moment-là, c'est moi-même. Et pour le coup, tout ce que je gagne en plus, le peu que j'ai, alors que je suis encore dans la merde, on ne sort pas de la merde aussi facilement. Mais le peu que je gagne en plus, je le réinvestis et je me fais des masterminds. Je me fais je rentre dans des groupes d'entrepreneurs. Je vais chercher. C'est vraiment mon but. Il fallait que je m'entoure de personnes qui pensent comme moi. Et là, bizarrement, les choses prennent une autre ampleur. Là, je redessine effectivement ce personnage de restauratrice passionnée et surtout, je réalise que je ne suis pas la seule à souffrir dans ce métier-là en France. Je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce secteur, dans l'industrie. Je réalise que les conditions de travail des salariés en général, mais moi, vu que je suis dans ma niche, la restauration, voilà, sont en France, même ailleurs, pas terribles, voire pitoyables.
je réalise qu'il y a un paradoxe total entre le fait qu'un restaurant, c'est une entreprise. Moi, c'est la chance que j'ai eue d'avoir fait ça au Vietnam, c'est que de suite, on m'a mis dans le rôle d'une chef d'entreprise. Alors qu'en France, on te met un petit peu dans ce rôle de t'es restauratrice, tu ne sais faire que ça, ou tu es bistrotière. Mais non, du coup, quand je prends conscience qu'en fait, il y a un décalage total avec la restauration, chaque restaurant est une entreprise, donc, ça fonctionne comme une entreprise. Encore une fois, il y a des principes universels. Et quand je prends conscience de tout ça, je me dis, mais voilà, si on est tous quelque part sur Terre avec une mission à offrir ou un rôle à jouer, je me dis, j'ai l'impression de m'y rapprocher là. Parce qu'en plus de ça, transmettre, et au-delà de transmettre, l'influence. Moi, l'influence, c'est le mot qui a littéralement drivé et qui me drive encore. C'est quelque chose qui m'a toujours animé. L'influence. Et pas l'influenceur comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est l'influence, c'est qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi. Comment tu peux influencer le monde, comment tu peux influencer le truc, j'ai toujours vu les choses en grand. Et en fait, c'est là où je me suis dit, tiens, il y a peut-être un début de quelque chose là. Et effectivement, finalement, quand on reprend, à contrario de ce que je viens de dire, ce monde de l'influence sur les réseaux sociaux, où je me dis, finalement, le mot influenceur, il n'est pas dégueulasse. Ce qu'on en a fait, il y a de tout et d'apprendre ou à laisser. Mais finalement, il est peut-être temps d'influencer, si tout le monde peut se prendre pour des influenceurs là. Finalement, moi, c'est à la limite, je veux prendre là-bas impacter en rentrant dans l'air du temps. Le meilleur moyen de le faire, c'est déjà de commencer et de passer par les réseaux sociaux. Et je me suis dit, à force de le regarder moi-même de la merde, parce qu'on a beau se plaindre des réseaux sociaux, on est tous consommateurs. Donc du coup, je me dis, tiens, en fait, au lieu de ruminer dans mon lit, là, ou avec mes amis autour d'une table à jouer les intellectuels, je me suis dit, allez, c'est parti. Finalement, moi aussi, j'ai des choses à dire. Finalement, moi aussi, je peux être une grande gueule. Et peut-être que ça peut aider. Peut-être que ça peut secouer. Et au-delà de me dire peut-être que, je me dis en fait, on doit secouer les choses, on doit bouger les choses et on doit redonner un peu envie aux gens de rêver quelque part et de s'amuser, de propager des sourires. Enfin, pour moi, le monde part tellement dans une direction où il y a vraiment cet écart entre les riches et les pauvres qui se fait de plus en plus, etc. Et le problème, c'est que on a beau aller faire de la sensibilisation là. Dans les écoles, sur prenez pas de cocaïne, ne buvez pas d'alcool, ceci, cela, mais ça ne marchera pas. C'est comme sur les images sur les paquets de cigarettes, ça ne marchera pas. Tant que la vie sera pourrie, ça ne marchera pas. Et en fait, pour moi, là, tout ça me reconnaît, alors qu'à la base, on parle de consulting en restauration. Hein. Mais voilà, mais c'est vrai que je me dis, putain, mais la restauration, c'est un métier joyeux, c'est là où on est censé apporter des sourires autour d'une table. Là, aujourd'hui, on arrive dans un resto, on est mal servi, personne connaît. Tout le monde se regarde soi-même, plus personne écoute les autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on pourrait être assis à côté de la femme ou l'homme de notre vie, on y passerait à côté, on lui parlerait même pas, on serait là, avec notre téléphone. Voilà, en fait, ta vision, clairement, elle est beaucoup plus grande que juste la restauration, en fait, c'est ça? Oui, clairement. Enfin. Non, mais clairement. Ça, mais quand la vision, parce que j'ai une vision, parce que j'ai toujours été quelqu'un de visionnaire et que pour moi, la restauration, c'est un environnement qui m'a fait grandir. C'est un environnement pour lequel je suis passionnée et c'est un environnement qui, là, a pris un coup de vieux. Et pour moi, il est temps déjà de redonner un petit coup de fraîcheur à cet environnement-là. Pour redonner envie aux gens de retravailler, aux jeunes de retravailler aussi dans la restauration, mais surtout pour remettre les carrés dans les carrés et les ronds dans les ronds. Parce que voilà, on doit être content de venir travailler, même si on est salarié. Même si on gagne plus ou moins, mais on doit être content parce qu'on passe notre vie au travail. Donc déjà, on a des galères dans le professionnel, etc. Mais là, justement, on est là, ok, on est des êtres humains, ok, on est là, mais on sert l'être humain. Encore une fois, moi, je pars du principe, il y a une personne sur les réseaux sociaux, il y a pas longtemps, qui m'a dit non, c'est pas autour d'une table qu'on crée les meilleurs moments de sa vie, c'est devant un feu. Voilà, on y est là. Et genre, ça me fait sourire parce qu'effectivement, c'est devant le feu que tu as à l'intérieur de toi que tu crées les meilleurs moments de ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même assis autour d'une table, là. Et on est souvent assis autour d'une table quand on discute avec la famille ou avec les amis. Où il y a un truc qui nous sert de table devant nous pour qu'on puisse poser les boissons qu'on a ou peu importe. Donc, c'est ça que moi que j'aime représenter, c'est vraiment repropager un peu des sourires.
et impacter un petit peu positivement tous les acteurs de cette industrie, mais je pense effectivement à terme que ça, et je l'espère, que ça peut impacter plus et plus encore. Et là, je suis tellement connectée à ça que pour moi, c'est réussir dans la vie, c'est montrer l'exemple. Et vu que l'influence a toujours été un moteur pour moi, quand je me suis retrouvée en bas, je me suis dit, Cindy, enfin, à un moment donné, si tu veux montrer l'exemple, il va peut-être falloir que tu sois un exemple. Et là, c'est le moment où tout a changé. Et ce tournant, justement, là, dans ta vie, tu le réalises seul, tu le réalises... Oh non. Est-ce que tu as réussi à avoir en fait, des personnes qui se sont senties clairement impactées aussi, elles, quelque part Bah alors, ce qui est assez dingue, c'est que commencer à m'afficher sur les réseaux, c'était quelque chose mais d'impensable pour moi auparavant. J'ai tellement refoulé ça pendant des années. Et en fait, le jour où j'ai commencé à me dire, allez, vas-y, j'essaye, je le fais, et que j'ai commencé à parler comme je pouvais, bah, j'ai eu un impact tellement puissant et positif auquel je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est là où je me suis dit, comme quoi, encore une fois, si là est mon chemin, bah, j'ai quand même une certaine réponse qui était en train de se passer. J'ai un retour sur investissement très rapide à ce moment-là. Et en plus de ça, de par mes 15 années d'expérience dans la restauration, de par tout ce que j'ai fait, tous les échecs, toutes les réussites, le management, etc., je connais les fondamentaux, je connais les principes universels, et j'ai découvert, je sais les 7 étapes qui font qu'un restaurant marchera et marche. Et donc honnêtement, moi de pouvoir impacter positivement, là aujourd'hui tout le monde souffre. Le restaurateur, donc le patron souffre, l'employé souffre, le client souffre. Donc en aidant le patron, on va pouvoir aider le client et on va pouvoir aider le salarié. Et ces 7 étapes, elles fonctionnent. C'est prouvé. Et c'est là où, voilà, commençons par le commencement. Certes, on a des grands rêves, on a des grandes visions, on a envie d'impacter le monde, mais en commençant par le commencement, et ben déjà, faisons simple et faisons avec ce qu'on peut avoir à portée de main. Et faisons avec ce qu'on sait faire de mieux. Et si moi l'influence tel est mon chemin, et que quelque part c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, c'est que c'est peut-être mon talent. Et que si derrière, grâce à ça, la réussite me donne raison et que ça peut influencer d'autres personnes à prendre le même chemin, mais waouh! Je voudrais juste finir sur quelque chose, je pense, qui semble important, mais après tout ce que tu as traversé, est-ce que tu dirais que tu es fière de toi et heureuse aujourd'hui? De ce que tu as réalisé et de ce que tu pourrais peut-être encore plus réaliser, mais est-ce que tu es heureuse là, à l'instant T, en fait? À l'instant T, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse parce que j'ai jamais eu cette conviction d'être là où je devais être, à ce point-là. Et ça, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Quand on sait qu'on est vraiment sur son chemin, quoi. On n'est pas sur le mauvais, on n'est pas sur le bon, on est sur le sien. Et ça, c'est fort, c'est fort. Parce que voilà, et bizarrement, quand tu commences à être sur le bon chemin, il y a vraiment ce truc où l'univers, d'un seul coup, te donne quelques petits coups de pouce comme ça. Parce que toi-même, tu ressouris à la vie, toi-même, tu te recommandes. Mais parce que, et en plus de ça, j'ai envie de dire, le bonheur, c'est un état d'être, quoi. En vrai aussi, je suis pas la première à l'avoir dit. Mais quand on reprend un peu sa vie en main comme ça et qu'on recommence en repartant de rien, on se reconnecte aussi un petit peu au petit bonheur qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que moi, tous les matins aujourd'hui, quand je me lève et que je vais courir ou quoi, je regarde un petit peu le lever du soleil et je me dis waouh, mais c'est vrai que c'est là, quoi. Et en fait, tout ça, et derrière, hop, je commence à faire des choses que j'aime, à rencontrer des personnes incroyables, etc. Et à aider, à impacter à mon humble niveau aujourd'hui. Et ça, je vais me coucher avec le sourire, je me lève avec le sourire et il n'y a rien qui peut m'arrêter aujourd'hui, ça c'est sûr. Je me sentirais égoïste. Je suis tellement connectée à un pourquoi puissant que je me sentirais égoïste de ne pas le faire si je le fais pas. Je me sentirais égoïste de priver le monde de mon talent, de mes talents. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient penser comme tel et ne devraient pas avoir honte de penser comme tel. On devrait tous être fiers de tout ce qu'on fait tous les jours, de nos mauvais côtés, de nos côtés les plus dark comme de nos côtés les plus blancs. Parce que c'est tout ce qui fait nous. Et j'ai envie de dire, il ne peut pas y avoir de grandeur avant le fait d'avoir été petit. Et donc, en passant par là, en comprenant ça, on peut qu'être fier de son parcours parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir le bon sans le mauvais. Ça n'existe pas.
finalement, ce qui t'a rendu service quelque part, c'est d'avoir touché le fond, en fait. Totalement. Toucher le fond a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et à toutes les reprises, peut-être à toutes les fois où j'ai pu me retrouver face aux plus grandes difficultés de ma vie, ont toutes caché un cadeau exceptionnel. Je pense que si aujourd'hui on me demandait de refaire exactement les choses comme si elles s'étaient passées, je dirais oui. Parce qu'en fait, si elles ne s'étaient pas passées comme telles, elles ne se passeraient pas comme telles. Donc quand on prend conscience que la vie doit venir comme elle vient et qu'elle est là pour t'apporter une leçon sur le chemin, après c'est à toi de la... Après j'ai envie de dire, on est tous responsables, encore une fois, de ses choix. J'aurais pu prendre cette même histoire et la tirer vers le bas. Et me tirer vers le bas d'autant plus. Et est-ce que pour finir, voilà, parce que ton parcours a été quand même assez incroyable et merci de l'avoir partagé, parce que vraiment je pense que ça peut inspirer énormément et pour le coup c'est beau aussi de voir des parcours qui sont semés d'embûches mais qui quelque part te permettent en fait de grandir, de t'améliorer et de trouver ton chemin. Et est-ce que pour finir justement sur tout ça, t'as un dernier conseil vraiment à donner, ou même plusieurs conseils, vu qu'on le sait, tu aimes beaucoup parler. Ouais, ça c'est sûr. Mais est-ce que vraiment tu aurais quelque chose de clé par rapport à ton parcours et par rapport à tout ce que tu as vécu à donner et qui pourrait permettre aux gens de se sortir un petit peu de leurs pensées négatives justement? Est-ce que tu as quelque chose vraiment à dire à tout ça? Moi je dirais vraiment de s'efforcer à ne jamais avoir peur de briller. Et à ne jamais... Enfin voilà, nos talents, ils sont là, ils sont en nous, ils nous appartiennent et la vie nous les a donnés. Pour les propager. Donc, si votre environnement vous en empêche, vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller vous exiler... même si c'est 1 heure, et de réfléchir un peu à ça et de dire ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'anime. On le sait, on a quelque chose en nous, on sait ce qui nous anime, on sait ce qu'on n'aime pas faire, on sait ce qu'on aime faire, et on le sent. Il y a un truc en nous, voilà, c'est depuis tout petit. Bizarrement, d'ailleurs, j'ai même envie de dire, n'hésitez pas à relire vos rêves d'enfant, parce que il y a un truc que j'ai dit il y a pas longtemps qui m'a moi-même donné des frissons de partout. C'est mon avocate qui m'a posé la question, je sais plus, on discutait. Et je lui ai dit putain, mais je suis en train de me souvenir que j'étais en train de lui dire que je voulais un peu réinventer des systèmes dans la restauration pour détruire les systèmes qui détruisent. Et là, je sais pas pourquoi dans la conversation, je me mets à réaliser que quand j'étais petite, je disais à mes parents, et j'écrivais dans mes carnets que je comprenais pas pourquoi les méchants pouvaient toujours gagner et qu'il fallait qu'on trouve des systèmes pour que les gentils puissent gagner. Et d'y avoir repensé, ça m'a donné un petit frisson parce que, ok, on est sur un petit rêve de gosse là, mais au final, on s'y rapproche quand même de très près si on regarde, même si on a basculé dans le monde de l'adulte. Des souvenirs d'enfance, c'est non seulement une vraie Madeleine de Proust, mais c'est vraiment, ça peut vraiment être la clé, des fois, de ce qu'on recherche. On l'a depuis toujours, en nous. Mais il faut juste oser s'écouter, oser briller, encore une fois.